Salut à vous, salut à toi qui nous écoute. On est de retour dans le Petit Plateau. Petit Plateau, c'est ce nouveau podcast vélo où l'on va déjà décortiquer ce début de saison, les premières courses qui ont fait la part belle, notamment au sprinter Alexis. C'est d'ailleurs le sujet que tu as choisi de évoquer avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, bonjour Damien, bonjour Romain. J'ai en effet voulu parler des sprinteurs. C'est généralement un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On a beau préférer les courses mouvementées. Au final, on est quand même tous passionnés par le combat incessant de ces spécialistes de la ligne droite. Alors bon, voilà, ce n'est que le début de la saison, on l'a dit. On n'a pas grand-chose à dire, mais on a déjà vu beaucoup de gros poissons, ainsi que leurs pilotes, Morkov ou Van Poppel notamment. Évidemment, on ne va pas prendre de conclusions hâtives, même si ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore ça. Mais il y a déjà eu quelques surprises. Il y a eu des cadors battus et il y a eu des jeunes qui gagnent. Jacobson, par exemple, on en parlait encore la dernière fois, il a un peu l'image du sprinter intouchable. Mais bon, personne ne reste intouchable trop longtemps. Demandez à Ewan ou à Sam Bennett ce qu'ils en pensent. Et bien qu'il ait eu des circonstances atténuantes, il a déjà été battu 2 fois par Welsford. Bon, contrairement à Fabio, on ne fait pas vraiment fausse route quand on dit que c'est une surprise. Ensuite, on a eu Bennett, qui semble retrouver un vrai niveau. On a Groenewegen, qui a gagné sans concurrence et qui, tiens, a été battu par cette même concurrence. On a la catastrophe Ewan, qui n'a probablement même pas vu Arnaud Delis lever les bras car il devait être trop mal placé dans son canapé. On a Gaviria et Bloos qui ont gagné. Bref, on est début février et c'est déjà n'importe quoi. Et enfin, la jeunesse. On a Coy, le phénomène, qu'on propulsait déjà au sommet et qui a été battu par un autre phénomène, Girmay. Et Delis, évidemment, qui seule une neutralisation de la course peut l'empêcher de canarder tout le monde. Alors, je voulais vous poser certaines questions, à commencer par celle-ci. J'ai entendu Ewan qui parlait dans un podcast avec Guérin Thomas de sprinteurs de catégorie A. Il parlait d'eux en citant ceux qui gagnent en grand tour ou encore ceux qui savent décoller d'une roue, en opposition à ceux qui font des places d'honneur en suivant la roue des sprinteurs de catégorie A. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que Delis et Coy, dès cette année, peuvent s'imposer comme sprinteurs de catégorie A? Le problème, déjà, c'est est-ce qu'ils vont faire des grands tours. Donc pour cette partie-là de la En effet. définition, là, je suis un peu mesuré. Après, sur le potentiel déjà de maintenant, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je pense que oui pour les deux. Je pense aussi. On l'a vu, hein. C'est vrai que Delis, on a toujours eu cette critique de dire, bah oui, mais il n'a pas encore battu de grands noms, ce qui est faux, puisqu'il a battu des grands noms déjà l'année passée. Alors c'est vrai qu'il n'a pas gagné des sprints massifs dans lesquels il y avait les 10 meilleurs sprinteurs du monde, ça c'est vrai. Mais on a vu qu'il était capable d'écraser même certains sprinteurs qui, eux, font partie de ces catégories A. Donc, a priori, oui, mais effectivement, comme Damien l'a dit très justement, on sait, on connaît le programme d'Arnaud Delis, on sait que normalement, il ne fera pas de grand tour cette année. Donc, il ne sera du coup pas dans cette catégorie A. Mais en tout cas, ce qu'il nous montre depuis le début de la saison est assez remarquable. Il ne fait que confirmer finalement tout le bien dont on pensait de lui l'année passée et tout le bien dont on parlait de lui dans les premiers épisodes de cette Ouais. podcast. Et si je peux dire Ben un petit mot justement, sur Coy, non, vas-y. oui, dis-moi. Ben, attention, Coy, tu le dis dans ton super texte d'intro d'ailleurs. Coy est battu par Guirmet, mais moi, Coy, je le vois jamais passer sur cette étape et être prêt à C'est sprinter. vrai. Et il a les jambes pour aller faire deux. Je pense qu'en vitesse pure, à mon avis, je le mets toujours devant à Guirmet. Bon, il a été très épuisé, je pense, par cette étape très difficile. Mais lui, si on se rappelle aussi l'année passée, il a battu par exemple Philipsen, hein, en face à face. Donc C'est vrai. lui aussi, il est prêt, quoi. Hein. Le problème, c'est qu'il est chez Jumbo. Il ira jamais au tour, ça c'est clair. Mhm. Il y a Roglic qui fait le Giro et peut-être même la Volta. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Est-ce qu'il va faire un grand tour cette année? Bah, s'il en fait un, ce sera la Vuelta, j'imagine, mais je sais pas. Ouais. Et si vous êtes l'auto, le manager de l'auto, vous mettez le lit au tour à la place d'Ewan ou vous faites confiance à Ewan? Ouais, je laisse Ewan. Tu laisses Ewan? Pas spécialement qu'Ewan est meilleur, hein. Je laisse Ewan aussi pour le développement de Lee. Je pense que c'est bien. Il n'a pas besoin de faire le tour cette année, en fait. Voilà. Je sais pas qui ferait le mieux, mais Deli a de quoi exploiter son potentiel ailleurs, et One peut-être pas. C'est peut-être là qu'il peut le plus briller s'il a le niveau. Ça, c'est la grande question. Mais ouais, je crois que je laisse One quand même sur le tour. Moi, j'hésite. Je me demande en quelle mesure ça ne peut pas être intéressant. L'année passée, je le prenais, par exemple, Delis à la place d'Ewan. Compte Ouais, tenu des circonstances, il fallait absolument marquer des points UCI. ouais, c'est ça. Ewan était à la rue, Delis marchait du tonnerre. C'était effectivement peut-être un risque de le brûler un petit peu, quoique on n'aurait pas attendu quelque chose de Delis, donc il aurait fait 2 quatrième places, ça aurait été magnifique, ce que Ewan n'a pas été capable de faire. Donc moi, j'aurais bien passé. Cette année-ci, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que on n'est plus dans cette course
en urgence au point UCI. Donc, l'auto peut se permettre de encore mettre finalement le focus sur Ewan, mais peut-être que justement, l'intérêt serait d'aller avec les deux pour que Mhm. Deli, dans l'ombre d'Ewan, fasse une première grande boucle sans aucune pression, que ce soit Ewan qui prenne la pression, que Deli apprenne beaucoup. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que l'auto peut se permettre d'emmener un gars juste pour qu'il apprenne? Je sais pas. Ce sera eh bien Stéphane Delot de trancher maintenant. Et il y a des étapes où Deli peut passer et où Ewan pètera dans les premiers mètres de Mais l'ascension. il y a quand même un paquet d'étapes où potentiellement on peut arriver avec un sprint, si pas massif, un sprint en grand comité. Et donc, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui, cette année-ci, contrairement aux années, vont aller avec un sprinter sur le tour. On sait par exemple que chez De Senac, on aura certainement Jacobsen, même si Merlier peut-être aussi, mais ici, l'auto, quelles sont les autres armes de l'auto sur un Tour de France comme celui-ci, qui est très inégal? C'est-à-dire que, je caricature, hein, mais soit c'est plat, soit ça monte très fort. Tant que l'auto n'a pas de véritable grimpeur, et je pense à Lennart Van Evel qui a montré de belles choses, ne doit pas aller au Tour cette année-ci, même pour apprendre. Donc, du coup, quelles seraient les autres cartes de l'auto? J'en connais pas beaucoup. Donc, oui, je pense que aller avec et Ewan et Deli pour essayer de marquer des points marquer les esprits sur 7 ou 8 étapes de plat, ça peut être une solution. Mm. Par contre, Ewan, effectivement, Deli passera à des endroits où Ewan ne passe pas, mais je pense qu'on ne doit pas non plus sous-estimer la capacité d'Ewan à passer, hein. Moi, il m'a Oui, quand oui. même, parce qu'on peut se dire, il a perdu, par exemple, sur la Cadel Evans. Bon, il a perdu, mais il est là. Et le groupe n'était pas si nombreux. Et si tu regardes la composition du groupe, il y a quand même pas tellement de mecs rapides qui étaient dans le groupe. Donc, je pense qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'Ewan, il passe pas si mal, quoi. Bah, Et puis, l'Ewan de 2021, oui. De ouais, 2022, c'est autre chose. Oui, oui, je suis d'accord, mais regarde, ici 2023, ouais, alors ok, c'était pas extraordinaire la Cadel Evans, hein, mais moi, ça m'a rendu plutôt optimiste au sujet de Ewan. Je pense qu'on part sur le principe qu'il a encore été battu. Bon, c'est un peu plus embêtant là où il perd contre Bowes sur Down Under. Après, il n'était pas non plus avec le trail auto, etc. Donc, je tiens à relativiser. Moi, ah ouais, on va les appeler des échecs de début de saison. Je veux rester optimiste en ce qui Je me concerne. comprends, ouais. Il y avait une question de passement aussi, hein, j'en parlais, j'ironisais là-dessus. C'est souvent ça qui fait défaut aussi Oui, oui. Oui. chez Caleb. Est-ce que vous croyez en un retour définitif de Groenewegen et de Sam Bennett dans cette fameuse catégorie A de sprinter? C'est que Sam Bennett a notamment gagné à la Vuelta l'année dernière. Est-ce que sur le Tour, Groenewegen a gagné sur le Tour, est-ce que vous y croyez à eux deux? À prime, quoi. C'est-à-dire que oui, ils peuvent en gagner, mais c'est quand même, pour moi, je les mets quand même pas encore au même niveau que Jacobsen ou Ewan, si Jacobsen et Ewan sont bien. Mais voilà, Ils j'arrive ont pas tous à les les croire deux, dominateurs comme avant, en tout cas. c'est ça, ils ont tous les deux été à un moment Oui, les meilleurs sprinters du monde, entre guillemets. oui, ça, je les vois pas comme ça. Peut-être Ouais. pouvoir un peu plus rivaliser que ce qu'on pensait, parce que l'année passée, si on se rappelle, au début de saison, on était tous persuadés que c'était Ewan Jacobsen et qu'il y avait personne d'autre derrière. Mhm. Là, je pense les écarts, à mon avis, sont pas aussi grands que ce qu'on imaginait. Mais je crois qu'il reste un tout petit peu derrière quand même. oui, je vois pas Bennett revenir au niveau qu'il avait atteint avec la Quick Step. On a toujours souri aussi en parlant de ce fameux train Quick Step, en disant que le meilleur sprinter du monde, c'était le meilleur sprinter de chez Quick Step. Mais pour Groenewegen, je serais pas aussi tranché, je sais pas. Moi, j'y croyais plus beaucoup après toute l'affaire avec Jacobsen, etc. Et puis l'année passée, il est quand même revenu, il a quand même gagné à plusieurs reprises, notamment sur le Tour. Euh, voilà, je crois que c'est quelqu'un. Allez, si je devais miser sur un des deux, je miserais plutôt sur Groenewegen que sur Bennett pour de nouveau intégrer ce top des 6-7 meilleurs sprinteurs mondiaux, quoi. En Et vitesse pure, il est très rapide, hein. Ouais. ouais, non, Ouais. je dis 30 secondes, même pas en 30 secondes, en 2 secondes, parce que tu as parlé dans ton intro aussi des pilotes enfin, des poissons pilotes. Ça, c'est l'avantage de Bennett, c'est quand même que, on disait toujours Morkov, mais là, maintenant, depuis une demi-saison, peut-être, on a Van Poppel, absolument extraordinaire, qui sera un bon Tout à allié fait. pour l'Irlandais, quand même. De toute façon, Philip Van Poppel, il a changé de dimension. Et Markov, au contraire. J'allais justement, c'était ma dernière question, on peut en parler maintenant. Est-ce que ce serait pas la fin de l'ère Morkov? Ils ont Quickstep Quickstep a recruté Pedersen, Casper Pedersen maintenant. Est-ce qu'ils sont pas en train de préparer l'après Morkov? Il est plus tout jeune non plus. C'est logique, hein, vu l'âge.
Tu peux pas, à mon sens, dans une discipline entre guillemets aussi complexe que le sprint qui demande à la fois de l'agilité, mais aussi une attention de tous les instants et autres. Je sais pas, hein, c'est peut-être plus difficile encore d'être poisson pilote que d'être sprinter. Parce qu'une fois que tu es sprinter, c'est quand tu es pris dans un train, une fois que tu es devant, bah, c'est tu pousses sur les pédales et hein, on a connu des sprinters qui sprintaient le nez dans le guidon sans même regarder la route. Ici, quand tu es poisson pilote, c'est vraiment quelque chose de très complexe parce que tu dois être rapide, tu dois être agile, tu dois placer ton gars, donc tu dois faire attention où il est, tu dois faire attention aux manœuvres des autres équipes. Donc c'est quelque chose de très, enfin qui demande énormément, je pense, d'énergie. Et donc c'est que Morkov a déjà un certain âge. Je crois que ça reste un excellent poisson pilote. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient avoir un Morkov dans son équipe, mais le fait d'avoir effectivement pris Kasper Pedersen, c'est pas innocent et quelque part c'est peut-être aussi la volonté de Lefebvre de réinstaller un nouveau train, une nouvelle génération avec Pedersen, avec Jacobsen, il faudra voir s'il reste. Moi, je ne crois pas trop. On sait que Merlier n'est plus tout jeune non plus, mais bon, Merlier, c'est le gars qui justement peut effectivement, une fois qu'il est bien lancé en tête de peloton dans les 200, même 300 derniers mètres, c'est le mec il faut aller le rechercher, quoi. Si c'est Vandando, c'est quasi foutu. Donc, est-ce qu'on assiste à la fin de Morkov? Non, mais c'est certain que il a eu son climax il y a 2 saisons, je pense. C'est ça, ouais. Dernière question, est-ce que pour vous, Girmay, c'est un coureur très polyvalent, comme beaucoup de coureurs dans le peloton actuellement. Est-ce que, selon vous, c'est un gars qui peut aller gagner un sprint vent de face dans un grand tour face à tous les grands sprinters? Joker. Euh, non, ben, j'aurais dit non, mais je sais pas. J'ose pas trop m'avancer avec lui. Il est quand même vraiment très très talentueux. A priori, c'est pas non plus un sprint massif, lui qui devrait Non. s'imposer, mais j'ai quand même des doutes. Pour moi, sur du Ouais. 4-5%, peut-être qu'il peut vraiment faire partie des meilleurs. Sur du plat pur, moins sûr. Ouais, sans doute qu'il manque un peu de force à ce niveau-là par rapport à des Philipsen, voire même des Coy, hein. Mais c'est vrai que je réfléchissais à sa victoire sur le Giro l'année passée, où Van Der Poel ne sait absolument pas le remonter, il gagne avec 2 bleus d'avance. Bon, je pense pas qu'il y a du vent de face, mais c'était aussi une configuration un peu différente. Ouais. On n'avait pas le plateau de sprinter qu'on peut avoir sur d'autres courses. Et Van Der Poel, on pourrait se poser la même question. Est-ce que Van Der Poel, à 100% de ses capacités, c'est quelqu'un qui est un sprinter de catégorie A ou pas? C'est bien plus qu'un sprinter dans Van Der Poel. Et comme Girmay est bien plus qu'un sprinter. Mais si ces mecs se cantonnaient au sprint, est-ce qu'ils feraient partie du groupe A? J'ai presque envie de dire, ça dépend un petit peu des situations. Enfin, oui, ils y sont tout proches, quoi. C'est un peu le subtop, et donc le subtop peut très bien, très rapidement devenir le top. À partir du moment où il se focalise pas finalement sur le sprint, non. Oui, je pense aussi qu'il y a une question de placement, enfin de frottement, hein. Des gars comme Jacobsen, ils ont peur de rien. Je pense que Van der Poel, j'ai déjà vu passer que lui n'aime pas ça. Je pense qu'en vitesse pure, il saurait faire comme Van Aert, aller gagner des sprints massifs, mais voilà, il faut être un taré pour être un sprinter et je suis pas sûr que ce sera le cas de tout le monde. On pourrait parler des Belges aussi, hein, Tayson et Meus, assez déçus pour le moment, mais bon, c'est vraiment le début de saison. Le Chutés début tous de les deux, ouais. saison, Enfin, c'est ouais, peut-être tous les pas deux pour ont ça, mais je chuté. veux dire, ils ont tous les deux chuté, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, je pense bon, de toute façon, moi, je les mettrais pas dans la catégorie A, voilà, de toute façon. Mais voilà, on va attendre les prochains épisodes avant de débriefer sur eux. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que on évoque les Belges, ben, c'est pour revenir un instant sur Dely. Euh, il nous fait un début de saison monstrueux. Mais peut-être aussi à l'image de l'ensemble de son équipe qu'on n'attendait peut-être pas autant en vue dès le début de la saison. L'équipe Lotto Destiny qui semble avoir retrouvé peut-être de la confiance. Je sais pas, Damien, c'est justement le sujet que tu aurais voulu évoquer avec nous pour ce début de saison et on va dire ce premier mois de course. Oui, oui, c'est quelque chose qui m'a assez marqué, et peut-être parce que j'ai envie plus de citer des choses de l'ombre. L'ombre, pourquoi? Ben parce que on a Intermarché qui vole la vedette au niveau belge pour l'instant, et du coup on s'intéresse un peu moins à l'auto. Et quand on s'intéresse à l'auto, on s'intéresse à Deli. Mais moi, j'ai malheureusement pas pu voir la dernière victoire de Deli, donc je vais surtout parler des deux premières. La première, il a l'auto qui contrôle parfaitement dans la bosse et qui joue un rôle assez extraordinaire avec un Van Moer qui semble en forme incroyable en ce début de saison. Et, euh, et alors sur la première à Bessèges,
il est placé parfaitement au pied. Donc, très impressionné par le travail de Lotto sur les deux victoires de Delhi. Mais il n'y a pas non plus que sur les victoires. Finalement, on a vu quand Delhi passe pas au Grand Prix la Marseillaise, Van Moer assure et fait plus qu'assurer, quoi. De nouveau, très 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 costaud. On a fatalement Van Velt. Ça, on peut pas passer sous silence ses extraordinaires performances. Quand même, 3 jours pro, 27e. Bon, 27e, ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais dans les temps du gros peloton sur sa première sortie, et puis il fait 3 et puis il fait 2. Assez incroyable. Et puis alors, on a Jarne van de Paar qui va nous faire 3e d'un sprint, derrière Guirmay, devant Cortina. Pas mal quand même, hein, pour un mec qui débute. Donc en fait, l'ensemble automne semble très très bien lancé. Euh, la spirale a l'air bonne. Moi, j'aime beaucoup parler de dynamique. On en parle souvent avec Intermarché aussi. Donc j'espère qu'ils sont sur une bonne dynamique pour la saison. Après, il faut rester méfiant. Hein, c'est vraiment que le début de saison. Mais s'ils sont sur une bonne dynamique, je suis curieux de voir la suite et même d'autres garçons comme Florian Vermeersch que j'attends avec impatience cette saison, par exemple. Donc voilà, moi, l'auto, hyper content de ce qu'il montre en ce début d'année. Lotto fait un très bon début de saison, un peu à l'instar de ce que Arkea avait fait l'année passée, par exemple, en allant directement chercher des points et en se montrant finalement un candidat au World Tour directement et quelque part en mettant aussi la pression sur les autres équipes. Après, effectivement, on, on a envie de s'enflammer pour cette jeune équipe qui se montre. On est encore qu'au début de saison. Je me souviens que, et c'est encore le cas cette année-ci d'ailleurs, pratiquement, mais une équipe comme Groupama FDJ, on ne l'avait absolument pas vue. Et au moment d'arriver dans les Flandriennes, on s'est dit, mais FDJ, c'est une catastrophe, ils sont à la ramasse. Et puis finalement, ils sortent peut-être la meilleure saison sur l'ensemble d'une saison, leur meilleure saison depuis 10 ans, pour ne pas dire 20. Donc, c'est 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 certainement encore un peu tôt pour le dire. Et comme tu l'as très bien dit, des Vermeersch et autres, on va les attendre sur d'autres profils de course où la concurrence risque d'être aussi un petit peu plus costaude. Il faudra avoir aussi Delhi, hein. Est-ce qu'on ne s'enflamme pas un petit peu trop? Est-ce que Delhi, quand il va être confronté, parce que je vois que de plus en plus de gens en parlent maintenant sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix, hein, tu es le premier peut-être à avoir J'ai toujours vu dit, cette hein. là. Mais donc, il va falloir voir effectivement, est-ce que l'auto va être capable de maintenir finalement, alors peut-être pas ses résultats, mais sa présence à l'avant dans les courses qui vont être de plus en plus importantes. Ça va être le challenge. Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Oui, mais ils l'avaient déjà l'année passée. Et l'année passée, ça a fait flop finalement. À C'est part ça. Deli qui a sauvé lui-même, ça a fait flop. Après, comme je dis, moi j'accorde beaucoup d'importance aux dynamiques. Donc là, c'est encore un peu tôt, mais si ça continue à prendre, c'est un élément essentiel. Et puis, ils ont une équipe très jeune, et ben, pas tous, puisque j'ai parlé de Van Velt et Van de Par qui arrivent, mais sinon ils ont quand même pris un an aussi. Et je pense qu'à cet âge-là, ça peut jouer. Mais bon, voilà, effectivement, je ne veux pas m'enflammer trop quand même, hein. C'est clair qu'il y a de quoi être optimiste. Je vais commencer par là. De Beust et Van Moer, on va les coupler. Incroyable ce qu'ils ont fait. De Beust, le travail qu'il fait avant la victoire de Lee, c'est impressionnant. Van Velt, on en parlait au l'épisode précédent. Je pense que peu de gens le connaissent, peu de gens l'ont vu arriver, peu de gens, voilà, c'est pas Remco, mais c'est un gars qui est vraiment à suivre, qui peut nous faire des top 10 de grand tour régulièrement, vraiment impressionnant. Et puis Deli, j'ai plus les mots. En effet, on verra sur d'autres courses, mais voilà, on l'a déjà vu l'année dernière sur des sprints plats. Il est impossible à remonter. Là, il va gagner sur du 8%. Là, il revient après avoir fait le col des Brousses et le col du Trélis. C'est pas les cols les plus durs, mais moi, je peux vous dire que je les ai fait cet été et j'aurais pas su revenir. Donc, ouais, impressionnant, vraiment. Mais voilà, comme dit Romain, je veux aussi rappeler que l'année dernière, j'étais super enthousiaste. Florent Vermeersch, Van Moer, Kampenarts, je les voyais soulever des centres de Flandriennes. Ça n'a pas été le cas. Voilà, ils apprennent, Kampenarts aussi, hein. Il est pas tout jeune, mais il est nouveau sur les Flandriennes. Ils apprennent, peut-être que cette année, ils vont faire de meilleurs résultats. Moi, je les adore tous les deux. Surtout Kampenarts, il est génial à voir. Mais voilà, est-ce qu'ils vont faire des résultats? Ça reste à voir. J'espère, mais si c'est comme l'année passée, on va tomber debout encore une fois. Après, ça dépend ce qu'on en attend, hein. Moi, je suis content de leur présence et tout ça, mais j'en attends pas non plus monts et merveilles sur les plus grandes courses du calendrier, hein. Leur effectif, bon, il faut se rendre à l'évidence. Oui, ça peut être un effectif World Tour, mais pas un effectif de top World Tour. Et donc, sur les plus grandes courses, ça sera difficile.
moi, j'attends justement que ça puisse payer sur des Grands Prix marseillais, sur des BSL, sur le calendrier français, sur les semi-classiques belges. Voilà, là, je pense qu'ils ont de quoi faire et il faut que ça réussisse sur ces courses-là. Ouais, sur un Gore Wevelgem, De Ligt, il va faire top 10. Enfin, je veux dire, Ouais, je veux Delis, pas je le mets à m'enflammer, part parce que mais Delis, il peut, lui, sur les toutes grandes courses, il peut faire quelque chose, je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière de Lee pour aller chercher des points sur les grandes courses finalement? Ici, on peut le dire, hein, Arnaud écrase la concurrence pour l'instant, mais sur des courses qui lui rapportent 15 points UCI, quoi. Donc, c'est ça. dans une perspective de mise en confiance, c'est excellent. Dans une perspective de remonter dans le World Tour d'ici 2, 3 ans, c'est insuffisant. Il faudrait effectivement confirmer ça. Ça, c'est une évidence. Et au-delà de confirmer ça, il faudra avoir des gars qui vont chercher des semi-classiques, voire des classiques, pour pouvoir rivaliser avec les autres. Et là, il faudra voir ce qu'un Ewan, effectivement, va pouvoir nous ressortir s'il en est capable, et ce que les Vermeers, Van Moer et autres peuvent faire derrière, un Campanart aussi. Ils ont quand même perdu Wellens, qui n'a pas été Ouais. remplacé dans le profil. Donc, voilà. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant avec l'auto, c'est que on est en plein début de saison et il y a déjà énormément de questions, quelques réponses, mais qui apportent plus de questions. Donc, C'est cette ça. saison va être très intéressante à suivre, je pense, chez eux. C'est vrai qu'on s'enflamme tous pour De Ligt à Milan-San Remo. Intrinsèquement, si on voit Milan-San Remo comme le Poggio puis le sprint, ben oui, De Ligt a toutes ses chances. Après, si UAE fait le même Milan-San Remo que l'année dernière, ce sera plus compliqué. On se souvient que dans la Cipressa, c'est monté au sprint, dans le Poggio aussi. Si Pogacar démarre après ça, même Van Aert, je suis pas sûr que De Ligt sache suivre. Non, moi, par contre, je suis un grand romantique et tu vois, je pense pas, en fait, pour UCI. J'arrive pas à me mettre dans ce truc, pas cette année en Ouais. plus, vu qu'on relance un nouveau cycle et donc, ouais, j'arrive vraiment pas à me focaliser là-dessus. Donc, c'est vraiment une présence, juste de les voir faire la course et de les voir présents sur les courses. Peu importe, entre guillemets, combien ça rapporte ou, voilà, je veux juste qu'ils soient acteurs. Ouais, ouais. Ouais, comme Connors, à travers les Flandres et autres, il va encore nous régaler, c'est sûr. Une équipe qui confirme par rapport à l'année passée, par contre, bah, c'est Intermarché, hein. Là, ils sont assez énormes. Tu viens parler de Wellens, Romain. On a peut-être trouvé le nouveau Wellens chez Intermarché. Moi, j'espère que non, parce que j'espère qu'il gagnera même après février. Mais je pense que Ouais, tu voulais aborder donc le sujet Intermarché. bien sûr, ouais. C'est inévitable cette année-ci dans la mesure où il y avait déjà ce fameux bonus Intermarché dont on pouvait sourire l'année passée. Cette année-ci, on est en plein dedans, c'est-à-dire que quand vous regardez un Kobe Gossens, hein, c'est de lui dont tu parlais évidemment, mais même un Rui Costa qui vont remporter les premières courses auxquelles ils participent, et avec la manière aussi, hein, c'est quand même assez incroyable. Et au-delà des victoires, hein, je pense que il y a des belles places qui sont faites aussi. Je pense à un Lilian Calmejane que beaucoup croyaient enterré chez AG2R et qui renaît comme par magie quelque part chez Intermarché. Est-ce que c'est vraiment de la magie? Alors, je sais que c'est un débat qui enflamme beaucoup les suiveurs. Il y a plein de facteurs, je pense, par rapport à ce fameux bonus Intermarché. Et le premier, je pense, tu en as parlé en évoquant l'auto, il y a, je crois, une dynamique. C'est une dynamique qui était instaurée, c'est déjà pas l'année passée, c'est déjà avant. C'est une équipe qui n'a pas la pression d'une équipe comme AG2R, on vient de le citer, ou d'autres. Et donc, tout ce qui est positif, tout ce qui est résultat n'est que du bonus. Alors, ils doivent en faire, évidemment, mais en allant chercher directement comme ça une victoire ou deux, ça les détend, c'est inévitable, et ça leur permet d'avoir beaucoup, enfin, de rejeter la pression finalement sur les autres équipes. Et ici, je trouve que Kobe Gossen, c'est quelqu'un qu'on avait déjà vu hein, quand on suit le cyclisme en tant que Belge, et notamment les grands tours avant l'éclosion bien évidemment de Remco. Kobe Gossen, c'est un nom qui trottait dans la tête puisque c'est un gars qui a fait une fois un top 20 dans la Vuelta, mais on ne l'avait pas vraiment vu ailleurs. Ici, c'est des profils de courses différents. Il va gagner au panache, sur les accélérations, donc on n'est pas habitué à le voir. Si je prends l'exemple de Rui Costa, c'est quelqu'un qui jouait le rôle de papy dans son équipe UAE, qui ici se retrouve à jouer la gagne. Je pense que il y a aussi une question de recrutement, simplement. C'est des gars qui sont revanchards, c'est des gars qui peut-être étaient barrés par les stratégies d'équipe dans laquelle ils étaient et qui n'avaient pas le rôle qu'ils souhaitaient. Et Intermarché est cette équipe qui peut leur
rendre cette opportunité et ils parviennent à la saisir. Alors, tous les transferts d'Intermarché ne sont pas réussis, ils ne le seront certainement pas, mais là, il faut quand même pouvoir le dire, c'est quand on compare avec d'autres équipes, le mercato de l'année passée d'Intermarché et visiblement le mercato de cette année-ci, c'est une très très grande réussite pour l'équipe de Jean-François Bourlard. Et ça, c'est un management qu'il faut aussi pouvoir mettre en avant dans les équipes belges. On parle toujours de Patrick Lefebvre, mais ici, je pense que Bourlard a vraiment réussi à donner une identité à son équipe déjà et à pouvoir s'imposer comme étant finalement aujourd'hui une valeur sûre du peloton, tout simplement. Vous le savez, moi je parle souvent de l'aspect mental, j'en parle peut-être même un peu trop, mais voilà, ça joue énormément. Tu parles de dynamique, Damien en parlait aussi, s'ils sont dans une structure voilà, qui leur convient, où ils n'ont pas de pression, voilà, des gens qui arrivent dans une structure qui leur plaise, ça joue sur leur performance, c'est sûr. Et alors, il faut relativiser. Rui Costa, c'est pas comme s'il était champion du monde, à nouveau. Voilà, il a gagné une course, il n'a pas battu Pogacar. On verra par la suite. Si maintenant il va faire un top 10 sur le tour, évidemment, ben, je serai le premier surpris. Mais bon, là, il est dans une nouvelle dynamique, il a un groupe qui lui convient, une équipe qui lui plaît, ça peut expliquer une meilleure performance. Il ne faut pas toujours penser à… Et Rui Costa, si on regarde un petit peu son parcours de cette dernière saison, c'est toujours en début de saison qu'il recevait les opportunités chez UAE et qu'il s'y montrait. Donc, quelque part, c'est pas une surprise de découvrir un Rui Costa qui va faire quelques places d'honneur comme ça en début de saison. Et comme tu l'as dit, effectivement, sur un tour, aller faire un top 10, là, on pourra vraiment se poser des questions. Mais je pense que ce ne sera pas le cas, ce ne sera même pas l'objectif. C'est pas un coureur de grand tour. C'est pas un coureur qui va se transformer comme ça à 34, 35 Non. ans chez Intermarché. Mais c'est vrai que Intermarché parvient à aller chercher finalement le meilleur de chacun des coureurs qu'il a dans son équipe. Et ça, c'est remarquable, tout simplement. Et comme tu dis, je pense que l'aspect mental est très présent. Et est-ce qu'il faut croire que tout ça est propre? C'est toujours la question qui revient aujourd'hui quand on parle de cyclisme. Moi, j'ai la faiblesse de penser que oui, en tout cas dans le cas de l'équipe d'Intermarché. Mais c'est un débat qui soulève beaucoup de questions aujourd'hui sur Internet notamment. Moi, je comprends, hein. Je comprends les interrogations, très honnêtement. Et je ne suis pas là pour affirmer que l'Intermarché est propre, j'en sais rien. Je dis juste que moi, personnellement, je dis toujours qu'un cycliste, ce n'est pas un robot que tu mets sur un vélo et qui est programmé pour avoir telle ou telle force. Il y a plein de facteurs qui changent ça. C'est des humains comme nous. Nous aussi, parfois, on travaille mieux dans certaines entreprises que dans d'autres. Donc, voilà, il ne faut pas forcément directement penser au dopage, même s'il ne faut pas être naïf. Ça existe probablement encore. Et je dis pas que je suis pas là pour dire qu'Intermarché est propre ou non, j'en sais rien, mais tout ne s'explique pas forcément par le dopage, quoi, simplement. Moi, mon avis sur tout ça, ben, vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je m'agace assez vite des accusations de dopage contre Intermarché, mais de manière globale de toute façon. C'est parce que pour l'instant, c'est sur Intermarché. Donc, je m'agace assez vite. Après, puisqu'on a l'occasion de discuter un petit peu oralement, je vais quand même tempérer un petit peu mon agacement et dire que je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre parce que quand même tout sourit. Je veux dire, à un moment donné, Costa, moi j'entends tout à fait ce que Romain a dit. Pour moi, Costa, ça va pas faire comme Christophe parce que Christophe avait un profil où il peut plus s'illustrer que Costa. Il faut que ça réussisse quoi dans ses entreprises. Mais c'est la même idée, donc je valide tout à fait. Gossens, ben moi j'avais dit avant la saison que j'y croyais fort. Bon là, c'est plus que ce que je croyais, mais donc voilà, je veux dire, c'est un gars qui peut sembler sorti de nulle part, comme tu as dit, Romain, pour ceux qui suivent pas. Mais nous, en tant que Belges, on savait déjà l'année passée, quand ils l'ont pris, que c'était un transfert intelligent, en fait. Après, l'année passée, ça a manqué de réussite, mais bon, voilà. Mais bon, c'est tout qui se met, en fait. Celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus Calmejane. Moi, honnêtement, j'y croyais pas du tout. Parce que pour moi, Calmejane avait un rôle de franc-tireur chez AG2R. Je veux dire, pour moi, Calmejane ne change pas tellement de rôle. Après, il change d'entourage, etc. J'entends ce que tu dis, et de nouveau, c'est des arguments que j'ai sortis, donc je suis tout à fait d'accord. Calmejane, c'est le gars où ça m'étonne un peu, où ça m'étonne le plus. Et donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, je comprends que les gens se posent des questions. Après, il y a une différence entre se poser des questions et balancer des accusations comme ça en public, où là, ça me gêne vraiment beaucoup. Et après, voilà, je peux me poser des questions, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je l'ai déjà dit plein de fois sur Twitter. Toute cette argumentation de dynamique, de contexte, d'équipe familiale avec la pression. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer les bons résultats. C'est ça. Voilà. Puis, comme on disait avec Gossens, il n'a pas gagné l'Amstel. Hein. Non, mais c'est ça. C'est le cas, on en reparlera. Avec Calmejane, s'il refait la même année qu'en 2017, je pense que c'était, on va en reparler aussi. Mais
Là, c'est les trophées espagnols. Hein, voilà, il faut relativiser aussi. Oui, oui, bien sûr. Et alors, en début de saison, il y a eu beaucoup d'autres choses déjà intéressantes à voir, plutôt que de passer tout en revue de façon exhaustive. Damien, tu nous as préparé un petit quiz Ouais. auquel on invite évidemment, hein, si vous nous écoutez, à jouer et à commenter au fur et à mesure de la publication aussi de ce podcast, de ce numéro en tous les cas, Ouais. les réponses aux questions de Damien. Il faut que je me trouve un jingle hein, pour la prochaine fois. Ah, Après, la voix, c'est le quiz de dame. Enfin, je sais pas, on fera un truc, ça marche. Allez, donc comme l'info passée, je vais vous frustrer un petit peu. C'est réponse fermée, Oui. pas d'argumentation possible. Première question, l'éternel débat. On parle donc ici dans ce podcast du début de saison, mais pour vous, c'est quand le début de saison? Quelle course? Le début de saison, c'est le Grand Prix de la Marseillaise. D'accord. Alexis? Pareil. Et si je dois dire différemment, je dirais l'homme-l'homme. Mais je dirais Marseillaise. Ok, bon, je vais quand même donner ma réponse, comme ça on voit que tout le monde pense différent. Pour moi, ça reprend, bon, il commence en Australie, c'est l'Australie, c'est le Tour Down Under. Ouais. Ok, Tour Down Under justement, Jay Vine, qui moi je croyais pas trop et finalement a montré une super forme en début de saison. Jay Vine, est-ce que pour vous ça peut être une menace du coup pour le leadership d'Almeida sur le Giro? Oui ou non? Non. Non. Ok, vous me rassurez. Euh, on a parlé Intermarché, on vient de le faire. Quelle place finale pour Intermarché en 2023? Ils ont fait quantième l'année passée? Ils étaient classés où? Cinquième, je pense. Cinquième. Ouais, Moi, ce je dirais sera moyen. 7 ou 8. Ok, Ouais, j'aurais dit plutôt effectivement huitième, neuvième dans ces eaux-là. ok. Intermarché qui compte donc dans ses rangs Goossens qui a déjà gagné 2 fois. Est-ce que Goossens va gagner un World Tour cette année? Non. Non. Ah, moi je dis oui. Allez, espérons. Il y en a un qui a gagné un World Tour, qu'il attendait depuis tellement longtemps. Est-ce que Brian Cocard va maintenant gagner un Grand Tour? Non. Faut voir le profil des étapes que je ne connais pas par cœur, mais non. On va passer à une petite question popcorn. Les popcorn, vous les préférez devant les aventures de Pat et Loulou ou devant Nono et la Gaule se chamaillent? J'ai pris plus de plaisir dans l'épisode FDJ, personnellement. D'accord, ok. Ouais, moi aussi, mais là, je dois me permettre Ouais, oui, de bien sûr. rajouter un mot. C'est parce que Desmar Godu, je peux pas dire que c'en est risible, mais on sourit quand on voit ça, ça Voilà. éclate. Et Madio, je trouve, de manière très intelligente, à balayer. Bon, c'est arrivé, ça n'aurait pas dû dans les médias, mais voilà, Madio a fermé la porte à la chose. Par contre, chez Lefebvre, c'est quand même presque organisé et ça en devient vraiment pathétique. Et donc, Ouais. je ne m'amuse plus. La première fois que Lefebvre tense un petit peu à la Philippe, on se dit génial, un directeur sportif qui ose prendre le champion du monde en titre, parce que c'était déjà l'année passée. Ici, ça devient ridicule et ça devient franchement nauséabond, je trouve. Voilà, pareil. Ça me fait moins rire un patron qui rabaisse comme ça son employé que deux gamins qui se chamaillent. Alexis, tu parlais que toi, donc tu as grimpé, hein, les petits cols qu'Arnaud Delis a fait et est revenu dans la descente finalement, il a pu revenir. Ouais. Mais vous, sous temps de pluie, je sais que vous roulez tous les deux, vous descendez comme Kian ou vous descendez mieux? Pluie ou pas pluie, je le descends comme lui. D'accord. Et toi, Romain? J'avoue que j'ai pas vu l'image, donc je sais pas, mais je peux imaginer vu ce que j'en ai lu sur les réseaux. Moi, j'allais te dire plutôt, je descends comme Pierre Latour l'année passée. Mais visiblement, Pierre Latour s'est méchamment amélioré en descente, Apparemment. et donc voilà. Et là, Ken avait l'air c'était tétanisé, vraiment. Hein. ouais, Vraiment, c'est beau. C'est là, c'est pas moi, un manque de technique, hein. C'était de la peur, pure et clairement. dure. Clairement, et là justement, je voulais ajouter un petit mot parce que j'adore le gamin, j'adore Kian et il va progresser. Et c'est juste pour la petite blagounette, enfin blagounette pour le quiz comme ça, mais je suis sûr qu'il va progresser. J'adore le gamin et je sais pas si vous avez vu sa réaction après quand on lui parle. Lui, il rit quoi, hein. Il rit de ça, de sa peur, etc. Ça l'a pas tracassé du tout. Et parce que je m'étais dit mentalement, ça peut peut-être être dur quand même. De 2 fois, Ouais. il a été très bon, hein, très très bon. Hein. Ça éclipse tout, mais il a été très très bon à Ouais. Majorque. Et mentalement, ça peut être dur, mais je crois que mentalement, lui, rien ne peut l'atteindre, quoi, hein. C'est le gars. Ouais, non, mais il est top, hein. Ouais, vraiment. Il a la tête sur les épaules, il est adorable, ouais, il est top. Ouais, charisme de fou. Ok, ok. Alors, dernière question, déjà. Question à choix multiple. Si je vous dis maintenant que Hugo Page va gagner Milan-San Remo, vous me répondez, petit A,
Vous me livrez aux forces de l'ordre pour traîtrise à la patrie. Petit B, vous m'emmenez à l'asile pour qu'on me passe la camisole. Petit C, vous me rappelez qu'on vit dans un monde dans lequel Vinny Guirmay, pardon, existe. Petit D, ben n'empêche, c'est pas si con. J'ai envie de faire un mix des quatre, moi. Déjà, A, parce que la Belgique va faire un triplé sur Milan-San Remo. Non, je plaisante. Bonne question. Vas-y, Romain. Quoi qu'il arrive, je cocherai Guirmay. Tant Guirmay est là, Pareil. c'est lui qui aura la préséance en termes de stratégie et ça me semble logique. Si Page, enfin si Hugo Page passe le podium, normalement Guirmay doit être avec. C'est ça. Et je dirais aussi qu'effectivement, avec les Dely et autres, Philipsen, hein, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore lancé sa saison, mais Philipsen, pour moi, reste un candidat à la victoire finale de San Remo. On sait que c'est une course très longue, mais si tu passes le podium avec les meilleurs, c'est pas forcément le plus rapide qui gagnera, mais il faudrait être rapide quoi qu'il arrive. Donc, allez, je dirais un mix du A et du C si j'ai bien retenu. Bah, justement, moi, écoute, Merci à Guirmay. je veux aussi te dire C, la présence de Guirmay, parce que c'est un bon compromis entre B et D. D, parce qu'au final, quand on regarde le parcours, pourquoi pas pour Hugo Page. Mais B, parce que Milan-San Remo est une course qui est visée par Pogacar, Van Aert et tous les autres. Et voilà. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver à Milan-San Remo, mais bon. En vrai, Mais j'y c'était crois la évidemment camisole, ça, c'est ça? pas. C'est ça, c'est la camisole. En vrai, j'y crois pas évidemment trop. Je mettrai pas ma maison dessus, mais c'était pour souligner le bon début de saison de Hugo Page que Ouais. je trouvais déjà Ouais. très intéressant l'année passée et qui a montré des vraies belles choses cette année. Et le quiz est fini. En parlant d'Hugo Page, je m'étais dit quand j'ai préparé ma question, je veux dire aussi parce qu'on a parlé beaucoup Belgique avec les équipes belges, etc. Mais pour nos auditeurs français, moi, il y a un gamin qui me plaît très fort là en début de saison, c'est Louis Barré. Lui, il a mis quelques petites sacoches, il a l'air très intéressant. Je connaissais pas du tout avant cette saison, il est passé stagiaire l'année passée, là, et j'ai trouvé très intéressant à voir pour la suite. Bon ben voilà, ben, effectivement, comme Romain, tu l'as dit, moi je suis très curieux d'avoir les avis de nos auditeurs à ces différentes questions, et j'espère que certains ne me passeront pas la camisole pour Page, on verra ça. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur le petit plateau, pardon. Et on vient bien évidemment refaire un point assez rapidement hein, sur les courses flandriennes qui vont arriver à grands pas maintenant, puisqu'une fois que le premier mois de course est passé, on sait qu'on rentre dedans. Dans tes questions fermées, il y avait quand commence véritablement la saison. On a bien vu qu'Alexis, tu avais fort hésité, et je pense que c'était effectivement sur la course de l'Omloop. On avait coutume de dire avant en Belgique que c'était ce qu'on appelait à l'époque le circuit de Volk qui ouvrait véritablement la saison. Ça ouvrait la saison des Flandriennes, qui est finalement la saison, en tout cas le morceau de saison le plus étalé. Ce sera très intéressant de faire ça. On se retrouvera bien évidemment en amont pour préfacer un petit peu les forces en présence et les courses qui vont nous offrir, on l'espère, un spectacle digne de celui de l'année passée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce numéro du Petit Merci Plateau. beaucoup. N'hésitez pas à commenter, effectivement, donner vos avis aussi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Merci à vous, à bientôt. Ciao.